Bienvenue dans notre magazine Politique et Économie avec un numéro aujourd'hui dédié aux mensonges et spécialement aux mensonges en politique. Et pour en parler, je reçois Philippe Pascaud. Bonjour monsieur. Bonjour jeune homme, comment vas-tu ? Ça va très bien Philippe. Écoutez, Philippe Pascaud, je vous présente, vous êtes donc ancien maire adjoint d'Évry entre 2001 et le 2010. Oui, je suis la seule personne qui me soit battue physiquement 2 fois avec Valls. Ancien conseiller régional d'Île-de-France entre 2004 et 2010 et vous publiez cet ouvrage « Mensonges d'État » chez Max Milo, un ouvrage donc sur la collusion entre les politiques de droite et de gauche confondus. Tout à fait. Et les lobbies, également un réquisitoire contre l'actuel président de la République, Emmanuel Macron. Philippe Pascaud, vous êtes pour la transparence absolue en politique. Faut-il toujours dire la vérité au peuple? N'y a-t-il pas des mensonges nécessaires parfois? Par principe, il faut toujours dire la vérité au peuple, mais on va faire de poujadisme. Il y a des secrets de défense, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément dire. Mais quasi dans la totalité des faits, on ne doit pas mentir au peuple. Les élus doivent être transparents. Pourquoi ces gens-là ne veulent pas donner leur salaire ? Pourquoi ces gens-là ne veulent pas parler d'argent ? En plus, il faut que tu le saches, si tu ne le sais pas encore. Mais c'est notre argent. Donc moi, j'aime bien savoir combien j'ai sur mon compte en banque. Et bien ces gens-là ne veulent rien nous dire. Ils ont le droit de dépenser notre argent, mais ils n'ont pas le droit ils veulent pas nous dire souvent comment. Mais parfois, quand on leur demande cette transparence absolue, on vous répond « mais on n'est pas en dictature, laissez-nous agir ». Elle me fait pas rigoler. S'il y a bien un endroit où il n'y a pas de transparence, c'est bien en dictature. Donc l'excuse, elle est bidon. Ils veulent pas la transparence parce que ça nuit à leurs propres intérêts, c'est tout. Donc vous pensez quand même qu'il y a un minimum de mensonges acceptables, par exemple pour la sécurité nationale? C'est évident, je veux dire, ça serait idiot de dire ça. On va pas donner non plus la clé de la porte de nos centrales nucléaires, faut pas déconner. Mais un maximum de transparence est nécessaire en politique. Nous avons besoin de retrouver cette confiance. Et la confiance ne se retrouve que par la transparence. Quand tu caches quelque chose, c'est que c'est pas net. Le sous-titre de votre ouvrage, Philippe Pascaud, c'est plus vous saurez, moins ils pourront. Donc vous, c'est le citoyen lambda, il, c'est la classe politique. Mais est-ce que les citoyens ont vraiment envie de savoir toute la vérité? Alors je ne me pose pas le problème de savoir si les citoyens ont envie de savoir la vérité. Je me pose le problème en sachant qu'on ne doit pas la cacher. Après, à chacun d'être acteur de sa citoyenneté, et aller chercher la vérité. Mais aujourd'hui, on nous la cache. Je veux dire, on va en parler, je pense, au cours de l'émission. Mais à Rouen, on en est un bon exemple. On recommence Tchernobyl. Le nuage s'est arrêté à la frontière. Il faut arrêter de mentir aux citoyens. Le citoyen a besoin de vérité. Le préfet de Rouen nous a expliqué qu'il n'y avait aucun risque pour la santé après ces dégagements de fumée noire. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on apprend qu'il y avait quand même de la dioxine. Dioxine, c'est une des molécules dont je me suis occupé quand je me luttais contre les usines d'incinération. La dioxine, c'est un sida du 21e siècle. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la dioxine, ça se fixe sur la chaîne d'ADN. Donc voilà, je suis homosexuel, je chope le sida. Je respire de l'amiante, je chope le décollement de la plèvre. Mais la dioxine se fixe dans la chaîne d'ADN. Donc c'est vos enfants, vos petits-enfants qui vont choper ça. Et ça donne de bifida, la colonne vertébrale qui s'ouvre en deux. Ça donne des trucs très graves, la dioxine. Et là, ces gens-là sont en train de nous dire, 8 jours après, que oui, il y avait un petit peu de dioxine. Mais ils sont fous, ces gens-là. Mais en plus, ils savent que les effets vont se déclencher dans 15 ans, dans 20 ans. Donc dans 20 ans, comme d'habitude. On va tout oublier. Oui, on dira que c'était pas moi. À l'époque, on savait pas. C'est des menteurs professionnels. Il y a eu quand même un couac, il faut le dire, de communication entre le préfet d'un côté et le ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Le préfet disait qu'il n'y avait aucun risque pour la santé. Le ministre a affirmé que quand même il pouvait y avoir des risques. Vous connaissez le clown blanc et l'Auguste ? Eh bien, on est dedans. Donc là, il y a un clown blanc et il y a un Auguste. Alors le clown blanc, il dit des conneries, et puis l'Auguste, il rétablit un petit peu la vérité. Mais en fin de compte, ces deux clowns, ils sont dans le même cirque, hein. Est-ce que vous pensez qu'il arrive aux hommes politiques de mentir sciemment en vue de nuire au bien commun? Pourquoi vous dites « il arrive » ? Non. C'est une question. Les hommes politiques mentent de plus en plus. C'est pas « ils arrivent ». Aujourd'hui, je le dis dans mon livre, le mensonge est devenu une règle en politique. C'est la vérité qui est l'exception. Vous voyez, la langue française, c'est l'exception qui confirme la règle. Non, c'est l'inverse maintenant. C'est la vérité
qui confirment les mensonges. Il n'y a plus de vérité en politique. Ils passent leur temps à mentir sur quasiment tous les sujets. Mais pourquoi ? Mais pour leur intérêt personnel, pour l'intérêt des lobbies, pour les gens qui le défendent, pour l'immense trust de quelques personnes qui récupèrent tout le pouvoir et l'argent en France et qui veulent le garder pour eux et qui ne veulent pas partager. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de profit. Et le profit, par définition, tu sais ce que c'est ? C'est réservé qu'à quelques-uns. Moi, ce que je souhaiterais, c'est plus une société de partage. Et le partage, c'est pour tout le monde. Mais il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas envie de passer au partage, qui préfèrent garder au profit. Est-ce que cette idée de partage, c'est lié à un élément partisan, on serait plutôt à droite pour le profit, à gauche pour le partage ? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce clivage ? On arrête ces clivages de daube. À droite, c'est les méchants, puis à gauche, c'est les gentils. À gauche, c'est les... Faut arrêter. Moi, je parle de salubrité publique. Dans mes bouquins, je parle de mensonges d'État avec un S. Et mensonges d'État, il y en a à droite, à gauche, au centre, au Front National. Il y en a partout, des mensonges. Parce que c'est le système qui fait que ces gens-là mentent. Et même s'ils veulent pas mentir, ils sont obligés de mentir s'ils veulent grimper les marches. Les seuls qui sont marrons, les seuls qui sont niqués, excusez-moi, pardon, dans cette affaire-là, c'est les militants de base, c'est le citoyen, c'est le colleur d'affiches, c'est celui qui se tape les réunions le soir à 23h. Eux, c'est eux qui sont marrons. Les autres, ils s'en tirent à chaque fois. Plus vous montez dans l'échelle, et ce que je fais, c'est pas un signe maçonnique, qu'on soit bien d'accord, hein. Plus on monte dans la pyramide du pouvoir, plus les gens sont pourris, plus ils sont corrompus. Vous savez combien coûte une campagne présidentielle ? Tu sais ? 22 millions d'euros, c'est la somme officielle qu'on peut dépenser au deuxième tour. Il y a même un type qu'on a dépensé 50. Et il ne peut pas dire que c'est pas vrai, il s'est fait gauler. Et moi, quand je vois la campagne de Sarko, et quand je vois la campagne de Hollande, et quand je vois la campagne de Macron, c'est à peu près la même campagne. Sauf qu'il y en a un dont on a découvert les factures, et il y en a d'autres, à mon avis, on n'a pas découvert les factures. Tu les as, les 50 millions d'euros ? Certainement pas. Eh ben moi non plus. Et c'est marrant, il y a des types en un an, ils les ont. Mais si moi je te donne 2 ou 3 millions d'euros, d'une manière ou d'une autre, je veux un retour sur investissement. Et bien aujourd'hui, le retour sur investissement, il se fait de plus en plus vis-à-vis des gens qui ont de l'argent, et qui ont donné, et qui ont craché au bassinet. Et ça, c'est pas normal. Un élu, c'est fait pour servir. C'est pas fait pour se servir. C'est ce que vous dites, ils sont nos employés. Mais c'est nos employés. C'est moi qui les paye, c'est toi qui les paye. Et c'est pas l'inverse. Donc je veux savoir ce qu'ils font de mon argent. Et ces gens-là ne veulent pas nous le dire. Je veux que mon argent ne soit pas mis n'importe quoi. J'en ai marre que ces gens-là, ils se gavent. Et quand je dis ils se gavent, c'est un pléonasme. Hein. C'est de se gavent du pléonasme parce qu'on a moralisé. Tu sais, par exemple, je vais te donner un truc vachement sympa. Dans la moralisation de M. Macron, qui a dit « je vais moraliser », ça a été son thème de campagne, on est d'accord ? Et bien maintenant, dans l'IRFM contre lequel on s'est battu, qui était donc de l'argent qu'on te donnait, tu faisais ce que tu veux, c'était de l'argent de poche, du black, maintenant c'est soi-disant déclaré. Mais les gens ne savent pas, mais dedans, un député, maintenant, il a le droit de s'acheter une voiture. Ouais, hein. Même s'il n'en a pas besoin, il a le droit de s'acheter une voiture. Donc d'un truc qui était complètement immoral, maintenant, ils l'ont rendu légal. Arrêtez de nous prendre pour des billes. Cette institutionnalisation du mensonge, vous l'évoquez en creux dans votre ouvrage. À quand elle remonte ? Est-ce que ça a toujours existé, ce mensonge en politique ? Alors, oui, c'est vrai, il y a un type qui s'appelait Chirac qui a dit qu'il allait se baigner dans la Seine. Il y a aussi des gens qui nous ont dit que un nuage, en 1986, s'était arrêté à la frontière. Nuage de Tchernobyl. Oui, il y a des gens qui nous ont dit que... Mais non, il n'y a pas d'amiante dans les écoles qui ont été construites avant 1977. Le mensonge d'État, entre guillemets, il y en a toujours eu. Maintenant, le problème, c'est que depuis le mois de mai 2017, je crois à peu près, ça s'est un petit peu industrialisé. Il y a un type qui déclare à la télé « Je vais me battre contre les abus des policiers. Le moindre abus de policier sera sanctionné. » Oh, bien le monsieur. Bien, c'était dans une chaîne de télé qui s'appelle Le Quotidien, je crois. Sur le Canal+ à l'époque, en mars 2017. Et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il y a des gens qui, en France, des gens qui se font tirer dessus à 5 mètres avec des armes de guerre. Des manifestants qui manifestent de façon politique, parce qu'en plus de ça, la manipulation médiatique est vachement intéressante. Des armes de guerre, vous allez peut-être un petit peu fort. Les policiers ne tirent pas au FAMAS à balles réelles. Non, mais je te signale que le LBD, c'est une arme de guerre. Ça a été reconnu par l'ONU.
c'est une arme de guerre. J'y peux rien, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des gens beaucoup plus intelligents que moi. Donc on tire aujourd'hui dans la tête des gens avec une arme de guerre. C'est le seul pays quasiment au monde qui utilise ce genre de truc. Tirer sur des mecs. Et en plus, on nous explique que les gens qui manifestent dans la rue, c'est tous des extrémistes. Hein. C'est des méchants. Hein. Soit des mecs d'extrême droite, soit des mecs d'extrême gauche. Hein. Ça dépend des journaux. Moi, je regarde les 44 éborgnés. Il y en a quand même 44, hein, qui ont été éborgnés depuis le 17 novembre. C'est des pères de famille. C'est des gens qui n'ont jamais eu à faire la justice. C'est des gosses de 16 ans. C'est une dame qui ouvrait sa fenêtre et qui s'est pris une balle dans la tête. C'est un mec qui était au bord d'un quai et que la violence policière a poussé dans l'eau. Le premier venu. Mais c'est des citoyens lambda comme toi et moi. C'est pas des terroristes. On tire à balles, à armes de guerre, sur des citoyens pacifistes en France aujourd'hui. Est-ce que c'est normal pour un pays démocratique? Ce système, Philippe Pasco, évidemment, vous y avez été confronté, puisque vous avez été donc maire adjoint d'Évry du temps de Manuel Valls. Vous avez également été, je le disais en introduction, conseiller régional. Qu'en est-il de Manuel Valls? Est-ce qu'il est une exception dans ce système? Est-ce que vous avez couvert, par exemple, des mensonges de Manuel Valls? Non, justement, c'était un gros problème, c'est que justement, j'ai jamais couvert. Quand Manuel Valls me disait, il faut que tu votes pour ça, et qu'il me disait, je lui disais, mais je veux comprendre. Il me dit, mais t'es pas assez intelligent pour comprendre. Je dis, si je suis pas assez intelligent, je vote pas. Et je votais pas. Non, j'ai jamais couvert de mensonges. Alors, ce qui veut pas dire qu'en tant qu'élu, de temps en temps, on n'est pas obligé de faire des compromis. Parce qu'à un moment donné, t'as des gens qui sont pour, t'as des gens qui sont contre, et il faut bien que tu arrives à trancher. Ça serait malhonnête de dire qu'on est Saint-Just ou Robespierre, et ça serait pas sain. Par contre, j'ai jamais fait de compromission. J'ai jamais accepté de pot de vin. Aussi, 2 fois, on m'en a proposé. Mais 2 fois, quand on m'a proposé, j'ai demandé aux gens de les mettre dans le contrat. Je sais pas pourquoi, je les ai jamais revus. Jamais. C'est bizarre, hein. Donc, on n'est pas obligé d'être pourri, et on n'est pas obligé de dire oui à tout. Moi, souvent, j'ai dit non. Et j'ai dit non à des gens qui voudraient... Je voterai pas pour toi. Parce qu'il y a aussi le peuple qui est responsable. Le peuple qui vient te demander des préambles, qui vient te demander des passe-droits, qui vient te demander... Et quand tu refuses... Mais qu'est-ce que c'est que cet élu qui me refuse de me faire sauter mes PV? Je voterai pas pour toi. Pas facile, hein, des fois, de dire non. Moi, j'ai dit plusieurs fois non et j'ai perdu des électeurs. On a assisté ces derniers jours à la venue de Manuel Valls en France, qui est désormais installé... Non, c'est pas Manuel Valls, c'est l'Espagnol. qui est venu assister aux obsèques de Jacques Chirac. Comment est-ce que vous avez jugé son départ, son abandon de mandat pour aller vivre en Espagne? Je l'ai mis dans un de mes livres. Hein. Moi, Manu... salut Manu, si tu m'écoutes. J'adore faire ça, il supporte pas. Au bout d'un an que je travaillais avec lui, on était dans l'ascenseur et je lui ai demandé où il voulait aller. Il m'a dit je veux aller au dernier étage. Je le mets dans un de mes livres. Moi, je suis descendu au 12e étage, point barre. Le problème de tous ces gens-là, parce que c'est pas le seul, c'est que c'est des gens bien au démarrage. Honnêtement, c'est des gens qui sont pleins de convictions. J'ai connu un Manuel Valls où on a fait la baston dans Évry contre des gens qui faisaient des choses pas bien. Mais d'un seul coup, quand ils revêtent le costume du pouvoir, tu vois ces gens-là changer. Ils se remettent plus en cause. Ils doutent plus. Tout ce qu'ils disent est parole d'évangile. Ils ont une petite cour autour d'eux qui leur explique que c'est des génies, que dès qu'ils ouvrent la bouche, il faut absolument le noter et le graver dans le marbre. Et puis, t'as les femmes pour les hommes qui d'un seul coup te trouvent très beau. Si tu fais pas gaffe, tu tombes vite dans le piège. Hein. Et puis après, tu te remets plus en cause. Et puis c'est fini. Et j'en ai vu un paquet comme ça d'hommes politiques, entre guillemets, qui, bien au départ, le pouvoir les a corrompus et pourris. Puis en plus, la soupe est bonne. Honnêtement, quand t'es élu, la soupe est vachement bonne. Donc quand tu y es pas, tu critiques. Et puis quand tu commences à y être, tu commences à la goûter. Et puis tu veux plus cracher dans la soupe. Tu craches plus dans la soupe, hein, parce qu'en fin de compte, elle n'est pas si mauvaise que ça, puis t'en redemandes. Hein. Tu veux du rab. C'est ce que font la plupart des élus. Ils veulent du rab, et de plus en plus. Et surtout, en plus, ils le gardent pour eux. Hein. Surtout pas le partager avec les autres, de peur de ne plus avoir assez de soupe. C'est un problème simple. C'est pour ça que je dis que c'est pas les élus qu'il faut mettre en cause. Se débarrasser de Macron aujourd'hui, c'est une connerie. On va se débarrasser de Macron, on va mettre un autre con à la place. Ça sert autre con. J'aurais pas dû dire ça du président. Pardon, monsieur le président, mais je le pense. C'est le système qu'il faut changer. Le système profondément qu'il faut changer pour redonner plus de parole au peuple. Pour faire qu'un élu soit révoqué. Comment ça se fait qu'en France, aujourd'hui, on puisse pas révoquer un élu? Toi, si tu travailles mal, ici, on te vire. Si un comptable déconne, on le vire, on le met en prison.
Si tu touches des enfants dans une colonie de vacances, non seulement t'es condamné, mais t'as plus le droit d'approcher un enfant à 500 km. Eh ben, un élu, non. Un élu, c'est la seule profession, et ce ne devrait pas être une profession, où quand tu fais mal ton travail, on ne peut pas te révoquer. Il y a quand même un malaise. Philippe Pasco, on va faire une pause. Chers téléspectateurs, on se retrouve dans un instant. Toujours en compagnie de Philippe Pasco pour la présentation de son ouvrage « Mensonges d'État » chez Max Milo. Je connais l'auteur en plus. Philippe Pasco, vous énumérez un grand nombre de mensonges dans votre ouvrage. Ça va de la vache folle au nuage de Tchernobyl qu'on a déjà un petit peu évoqué, le Rainbow Warrior, Maud Fontenoy qu'on présente comme une idole, comme l'idole de l'écologie. Enfin, elle a été remplacée depuis. La mise en scène de Sarkozy en visite chez un équipementier automobile, etc. Oui, très bien ça. Super. En plus, j'ai oublié, je ne l'ai pas mis dans le livre. Non seulement ils ont fait venir des figurants, mais ils se sont démerdés pour qu'ils ne soient pas au plus grands que Sarkozy, quoi. De façon qu'à l'image, on n'ait pas l'impression qu'il soit petit. C'est assez génial comme manipulation. Vos 3 mensonges préférés, les plus ignobles? Les plus ignobles, Macron, qui a déclaré qu'il allait moraliser la vie politique française et qui a fait tout le contraire. Ça, c'est ignoble. Qu'est-ce qu'il avait promis? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Ben, on n'a que 30 minutes. Hein. Il avait promis déjà que les élus seraient honnêtes. Il avait promis que le casier judiciaire vierge, plus aucun élu ne pourrait se présenter. Il m'a envoyé quelqu'un, je crois que c'est en janvier 2017, pour que je lui fasse une petite note sur le casier judiciaire vierge. Il l'incorpore dans son programme, page 27. Ils en parlent lors du débat télévisé qui s'est fait à 11. Je dis, c'est bien. Et il devient président. Aujourd'hui, je l'ai mis dans mes livres, il y a des gens qui sont même, et écoute bien, hein, inéligibles et qui sont encore élus. Ce type-là nous a menti. Il a dit qu'il allait moraliser. Alors aujourd'hui, on n'a plus le droit d'embaucher sa femme. Hein. C'est pas bien. Tu peux pas embaucher ta femme, tu peux pas embaucher ta fille. Par contre, tu peux toujours embaucher ta maîtresse. Hein. Parce que ça, c'est vrai. Mais c'est pas ça qu'on voulait. On voulait qu'il n'y ait pas d'emploi fictif. Moi, que tu embauches ta femme ou que tu embauches ton fils, j'en ai rien à faire. Ce que je veux, c'est qu'elle bosse et qu'elle soit compétente. Eh bien, ça, c'est pas fait. Il y a même un truc super génial. Maintenant, un parlementaire, député, peut toujours être avocat, d'accord ? Déjà, ça, c'est pas très... parce que moi, j'ai du mal à comprendre qu'un parlementaire qui, normalement, devrait bosser à plein temps, ait le temps d'avoir son cabinet d'avocat, en plus. Hein, et puis d'avoir des clients, et puis de plaider, et puis de trouver des sous. Eh bien, avant Macron, on avait le droit de savoir, et c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait une dame maire dans le... Je sais plus quel arrondissement à Paris. Putain, oh, elle a eu un enfant, elle s'appelle D. Ça commence par un D, son nom. Tu sais, elle est maire de Paris, elle a été... Comment ça s'appelle? DA. On fera apparaître son nom en post-production. Voilà, tu sais, ça commence par DA, ça se termine par TI, hein, c'est ça? Et comme ça qu'on a découvert qu'en tant qu'avocate, elle a touché un chèque de 400 000 euros, elle a touché un chèque de 600 000 euros en tant que députée européen, et puis en tant que garde des Sceaux. Et bien maintenant, grâce à Macron, on ne peut plus connaître le nom des clients des avocats qui sont députés. C'est ça de la moralisation? Ça, c'est un gros mensonge de M. Macron. 2 autres mensonges énormes. Un autre, on va prendre un autre pour le Rainbow Warrior. Quand vous lisez l'histoire et vous apercevez que même le Premier ministre, Laurent Fabius, de l'époque, n'était pas au courant de la magouille. C'est énorme, quoi. Rappelez-nous, Rainbow Warrior, c'est donc Greenpeace, c'était un bateau qui était garé, qui était dans un port, et il y a une équipe d'agents secrets français qui l'a fait sauter. Malheureusement, il y a un photographe qui est retourné dedans et qui est mort. Donc, et on s'est aperçu que c'était les services secrets français qui avaient fait ça, dont faisait partie le frère de Ségolène Royal, quoi. Comme quoi l'histoire est assez amusante. Ça, c'est un deuxième gros mensonge. Et le troisième grand chose marrant, que j'aime bien, parce que on peut le dire, il y a prescription, il vient de mourir, c'est le mec qui était président qui a dit qu'il allait se baigner dans la Seine. Jacques Chirac. On attend toujours. En même temps, je ne sais pas si c'est très bon pour la santé de se baigner dans le fleuve. Je ne sais pas, mais lui, il a dit qu'il allait le faire, parce que la Seine allait être saine. Il ne l'a jamais fait. Et c'est le problème des hommes politiques. Comme les gens n'ont pas de mémoire, ils promettent n'importe quoi. Les gens le gobent, et puis après, ils oublient. Moi, j'oublie pas. Je note.
À propos d'autres chefs d'État, d'anciens chefs d'État, vous tirez à boulet rouge sur Nicolas Sarkozy en évoquant toutes les affaires judiciaires dans lesquelles il est impliqué, mais pourtant Nicolas Sarkozy n'est pas condamné. Ben oui, c'est normal, ils ont des bons avocats. C'est normal. La loi est à plusieurs vitesses aujourd'hui. Si tu as un bon avocat, si tu es un élu, si tu connais les gens, si tu vas au Rotary Club, si tu dînes dans certains endroits à Paris le soir, mais tes procès, ça peut durer 20 ans. Il y a un type qui s'appelle Tibéri, d'ailleurs, qui a été condamné au bout de 21 ans. Il y a un type qui s'appelle Chirac, qui a été condamné au bout de 17 ou 20 ans, lui aussi. Par contre... Non, mais le contre-exemple, c'est le maire de Levallois, Monsieur Balkany. Mais c'est la même chose. Force est de constater qu'aujourd'hui, il est derrière les barreaux. Mais force est de constater que médiatiquement, ça arrange bien, mais au bout de combien de temps il est derrière les barreaux C'est le même problème. Tu sais, c'est vachement facile. Tiens, je vais t'en donner un autre. Monsieur Sarkozy, qui vient donc d'être mis en correctionnel, d'accord? Il est mis en correctionnel, hein, il a reçu un truc en cassation. Donc il est mis en correctionnel pour un détournement quand même de grosso merdo 20 millions d'euros. C'est à peu près ça qu'on est en train de lui reprocher. C'est frais de campagne. Ouais, j'ai vu de quoi il est passible. 3 750 € d'amende. Et d'un an de prison. Et d'un an de prison avec sursis parce qu'il est primaire. Donc 20 millions d'euros, 20 ans de procédure, enfin 20 ans non, puisque ça date de 2012, donc là c'est 7 ans de procédure, 7 ans de procédure, 1 an avec sursis, et encore, parce qu'il a un bon avocat, et 3 750 € d'amende. Mais de qui se moque-t-on? Eh bien c'est ça la justice aujourd'hui. Par contre, si t'es gilet jaune, et que t'as rien fait, eh bien là j'ai un ami qui a pris une amende de 135 € parce qu'il avait une cravate jaune. J'ai des gens qui ont fait 72 heures de garde à vue parce qu'ils avaient le malheur de marcher à deux dans la rue. Aujourd'hui, on te met en prison. On te condamne uniquement parce que tu es dans la rue. T'as pas fait de délit. J'ai quand même un problème par rapport à ça. Où elle est la justice? Où elle est l'éthique? Moi, je suis pas contre qu'on réprime, etc., mais que la justice soit la même pour tout le monde. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Comment ça se fait qu'on ne condamne pas ceux qui détournent de l'argent au minimum à ce qu'ils ont détourné? Au minimum. Aujourd'hui, je vais prendre un adjoint de Rambouillet qui est dans un de mes livres. Le mec, il avait détourné des millions d'euros. Il n'était pas solvable, c'est l'Amérique à payer. Comment ça se fait? Tiens, je vais t'en citer un autre aussi par rapport à la justice. Tu te souviens de l'affaire Servier? Il y a une sénatrice qui, la nuit, se pointe dans le Sénat avec un dirigeant de Servier pour lui donner des instructions pour modifier le rapport qu'on allait rendre sur le médicament. Tu suis l'affaire, tu me suis jusque-là. Mise en examen, etc. Protection fonctionnelle pour la dame. Elle n'est même plus sénatrice. C'est-à-dire que c'est la collectivité qui lui paye un super avocat. Et quand tu as un super avocat et puis que c'est pas de ta poche, en plus, c'est génial. Mais j'ai plein d'exemples comme ça. Monsieur Delanoë, parce que je vais prendre des deux côtés, parce qu'il faut pas que ancien maire de Paris. Voilà, monsieur Delanoë, ancien maire. Il y a une de ses adjointes, c'est Madame Flamme de mémoire, qui a fait des trucs. Hein. Delanoë lui a payé 4 avocats. 4 avocats. Est-ce que c'est normal? Le type, là, comment il s'appelle, là, le maire, tu sais, là où il y a eu un accident où les gens se sont noyés, Fos-sur-Mer, c'est ça? Le maire a la protection fonctionnelle. Là, il est parti pour l'appel, etc. Lui, il fait rembourser ses notes d'hôtel, ses notes de taxi, ses notes de restaurant. Et puis, c'est pas des petits hôtels 1 étoile. Et pendant que les victimes, eux, s'entassent dans un Formule 1 à 5 en venant à 4 dans une bagnole. C'est ça la justice? Eh bien, c'est ça la justice aujourd'hui en France. Et les élus en profitent à mort. Et c'est pas normal. Moi, je dis simplement que je ne suis pas contre qu'un élu, on lui paye son avocat. Si c'est dans le cadre de sa fonction. Et là, ce que je viens de te donner, c'est pas forcément dans le cadre des fonctions. Mais quand les mecs perdent, quand les mecs, on se rend compte qu'ils sont coupables, pourquoi ils remboursent même pas? Pourquoi on leur prend pas leur pagnon? Pourquoi la meilleure condamnation que je dis pour un type qui a détourné de l'argent de façon massive comme on en a, c'est de le condamner à être pauvre? On arrête les petites amendes. On arrête les prisons avec sursis. On arrête même la prison 3 étoiles dans laquelle est M. Balkany. On le condamne à être pauvre. Tu vas dans un HLM au 7e étage sans ascenseur. On te donne un petit boulot d'OS dans une usine et tu as 4 heures de transport à faire par jour pour aller à ton boulot et en revenir. Ça, c'est une vraie punition. Mais je ne suis pas sûr que ces gens-là sont prêts à l'appliquer. On vous a vu, Philippe Pascot, ces dernières semaines et même ces derniers mois, aux côtés des Gilets jaunes, oui. Des Gilets jaunes qui ont bien souvent été infiltrés par ce mouvement des Black Blocs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce mouvement? Je dis que si on est en colère tous les deux,
Tu vois, tu me casses les pieds. Je te mets un pain dans la tête. Ça soulage. Mais après, à quoi ça sert? Procès, hôpital, handicap. Donc les Black Blocs, c'est ça. Momentanément, ça soulage, ça fait du bien. Mais qu'est-ce que c'est con derrière? Qu'est-ce que c'est con? J'étais il n'y a pas longtemps au contre G7. Il y avait des mecs des Black Blocs, ils ont voulu nous planter, Jérôme Rodriguez et moi-même. Ça va, quoi. C'est pas, ces gens-là sont infiltrés. Moi, j'ai du mal à comprendre que j'ai vu une fois, j'ai vu 50 Black Blocs descendre de la gare du Nord habillés en noir avec des bêtes de baseball dans les mains. Comment vous expliquez que les policiers n'arrivent pas à mettre la main dessus? Je me pose la question, ces mecs-là passent tous les contrôles, dis donc, sans problème. Et puis nous, moi, l'autre fois, j'étais encore à la Madeleine, là, c'est le 21, j'ai eu droit à 5 contrôles. Et eux, ils passent tout seuls. Et puis eux, ils sont au milieu des gens. Il y a même un flic qui a déclaré, mais si on les arrête pas, c'est qu'on ne reçoit pas les ordres. Bah ouais, hein. C'est sûr, ils vont pas se taper entre eux. Il y a un policier qui vous a dit, oui, il a déclaré dans la presse. Ordre de ne pas contrôler. Ça a été déclaré dans la presse ces jours-ci. Il y a quelqu'un qui a déclaré, un policier qui a déclaré, si on n'interpelle pas les Black Blocs, c'est qu'on ne reçoit pas l'ordre. Bah, vous avez la réponse. Et si on ne reçoit pas l'ordre, pourquoi on ne reçoit pas l'ordre? Parce que les Black Blocs, ça intéresse le gouvernement. Dans toutes les manifestations, entre guillemets, de type révolutionnaire ou contestataire, tous les gouvernements envoie des casseurs. Ça se faisait déjà du temps de Pasqua, faut pas rêver. Sauf que là, encore une fois, M. Macron, il a industrialisé. Du temps de Pasqua, c'était une petite infiltration. Maintenant, ça y va, hein. Les mecs, ils sont. Quand vous avez 10 Black Blocs, s'il n'y en a pas 8 qui sont infiltrés, bravo. Vous avez un con qui suit et un alcoolique avec. Ça fait le bonheur des manifestations. Autre motif de contestation populaire... Je voulais juste rajouter à ça que, jusqu'à présent, il n'y a pas encore un seul Black Bloc qui a pris un LDB dans la tête. Pas un seul. Pourtant, ils pourraient les viser. Hein. Ben, ils ne les visent pas, eux. C'est bizarre. Mais ça, ils ne se tirent peut-être pas entre eux. Ça doit être ça. Je voulais qu'on parle de la réforme des retraites. Philippe Pascot, vous affirmez que de l'argent pour les payer, il y en a. Mais oui, il y en a. Il faut arrêter. Ils trichent même sur les chiffres, je vais vous donner. Aujourd'hui, on peut prouver, et on prouve par A plus B. Quand on vous dit, mais il n'y a plus d'argent parce qu'il n'y a pas assez d'actifs pour payer les retraites. C'est ce qu'on vous raconte. On est d'accord? Déjà, premier point. Depuis l'année dernière, depuis 2 ans même, le taux de mortalité en France baisse. C'est-à-dire qu'avant, on augmentait l'âge, maintenant on le baisse. Donc il y a déjà moins de gens à payer pour la retraite. Oui, mais le taux de chômage augmente. Mais le taux de chômage... Non, on va en reparler. On va en reparler. 2, avant, sachez, et les gens oublient complètement, il y avait beaucoup moins d'actifs qui payaient les retraites. Parce que les femmes ne travaillaient pas. Avant, il y avait quoi? Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui payent. Et qui payent plus. Donc quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, ça commence déjà à être... Quand on dit qu'il n'y a pas de cotisants, c'est déjà un mensonge. Quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est aussi un grand mensonge. Moi, je veux qu'on m'explique. C'est quoi? C'est l'État qui coûte trop cher? Mais non. C'est la répartition de la façon dont c'est géré. 100 milliards de fraude fiscale, cher monsieur. Des entreprises énormes qui font des bénéfices énormes. Une qui s'appelle avec une pomme, qui paye 12 000 euros d'impôts par an. L'impôt sur les sociétés en France. Ouais, et ben il y en a de l'argent. Hein. Puis je vais vous donner un petit truc que j'ai déjà donné dans une autre émission. On progresse aujourd'hui. Aujourd'hui, on remplace de plus en plus les hommes par des machines. J'ai du mal à comprendre qu'on ne transfère pas un peu des charges sociales sur les machines. Vous voyez, avant, dans les supermarchés, il y avait 60 caissières. Maintenant, il y a 2 caissières, 58 machines qui vont... Pourquoi on ne fait pas payer un peu de charge sociale à ces machines qu'on transférerait pour le bien-être? Parce que la machine, elle rapporte du pognon. Hein. La machine, elle ne se met pas en grève. La machine, elle n'a pas de charge sociale. La machine, elle ne s'arrête pas pour les congés maternité. Donc tout cet argent, on pourrait le récupérer et en reverser une partie sur les salariés. Pourquoi ils ne le font pas? C'est marrant parce qu'en plus, quand on me met des machines dans les supermarchés, on me dit, mais c'est pour que ça coûte moins cher. Mais je regarde les produits, ils baissent pas. Au contraire, ils augmentent. Donc si les produits augmentent et les profits augmentent, ils vont dans la poche de qui? De ceux qui ont installé les machines. Pourquoi on ne les taxe pas un peu? Vous voyez, quand on commence à démonter la machine, on s'aperçoit que de l'argent, il y en a, mais qu'on ne va pas le chercher. Par contre, on vient d'embaucher 200 personnes pour contrôler les gens au RSA. Parce que la fraude sociale, c'est inadmissible. Inadmissible. Sur les mecs qui truandent sur 539 €, c'est inadmissible. Alors on va même jusqu'à fouiller dans leur compte en banque. Je vous le dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 2 départements qui l'ont fait, et c'est une loi qui est passée il y a quelque temps, où on peut regarder dans le compte en banque de quelqu'un qui a son RSA, et lui retirer son RSA s'il reçoit de l'argent régulièrement.
Elle est belle, la France. Je vais vous en donner une autre aussi qui est vachement géniale, les handicapés. J'adore. Monsieur Macron, il a déclaré, moi, je défends les handicapés. Je les défends. Et puis aujourd'hui, si tu touches ton allocation d'handicapé, qui n'est pas grand-chose, hein, aux alentours de 800 €, et si tu as le malheur, écoutez-moi bien, parce que ce que je vous dis est factuel, si tu as le malheur d'aimer quelqu'un qui gagne 1200 € par mois, on te retire ton allocation d'handicapé. 1200, c'est pas lourd. Non, mais c'est la loi. Pour vivre à deux. C'est la loi. Tu es avec quelqu'un qui gagne 1200 € par mois si tu as une allocation handicapée, on te retire. Ce qui veut dire quoi? Il faut vivre entre pauvres. Il faut vivre entre gens qui gagnent beaucoup d'argent. Et pendant ce temps-là, monsieur Darmanin, j'oublie toujours. Ministre des Comptes publics. publics. Qui fait toujours des déclarations historiques. Historiques, Darmanin. Il vient de retirer 2600 personnes de Bercy pour justement faire les contrôles fiscaux. Ils nous prennent vraiment pour des billes. Sauf que moi, je note tout ça. Et je le note de façon factuelle, preuve à l'appui. Et je l'écris dans mes petits livres. Et ça, je sais qu'ils n'aiment pas. Philippe Pascaud, on fait une deuxième et dernière pause. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Toujours avec Philippe Pascaud pour évoquer les mensonges d'État, les mensonges en politique. Philippe Pascaud, dans votre ouvrage, vous faites également référence à cette novlangue, à au choix des mots. Vous dites, voilà, le choix des mots en pays démocratique, il est très fort, alors que voilà, il faut que ça soit très tortueux, il faut que ça soit très insidieux. C'est-à-dire qu'on emploie des mots qui, quelque part, empêchent toute contestation et ont l'air de vérité. Et à partir du moment où on fait ça, c'est pas ça, c'est Orwell qui a commencé. Il y a un type aussi qui le fait très bien, qui s'appelle Franck Lepage. Je vais vous en donner un exemple. La loi sur les enseignants, qui est une véritable loi de destruction de l'expression des enseignants, et il y a plein de trucs derrière où les enseignants en France, qui sont déjà malheureux, qui sont déjà en souffrance, vont encore plus pleurer. On a appelé ça la loi confiance. Pas bête. Vous allez manifester dans la rue en disant « Je suis contre la loi confiance ». D'emblée, les mecs, ils sont coincés. D'emblée, ils sont coincés. Et on emploie des mots comme ça qui sont dénaturés de leur contenu. Donc quand vous avez un mot qui est... Vous ne pouvez pas vous battre contre ça. Et ça, ils le font très très bien en ce moment. On peut pas être pour la liberté de chacun. Mais oui, c'est ça. Mais si jamais vous dites que ça, on vous dit que vous êtes contre la liberté, que vous êtes fasciste. T'es coincé derrière. Tu peux plus contester, t'es un facho. C'est un truc de fou, quoi. Et ça, ils l'ont industrialisé aussi. Ils ont un cabinet pour ça. Hein. Vous savez, les parlementaires de chez Macron, les députés, il y a un cabinet. Quand il y a un type comme moi qui dit des choses qui sont un petit peu de portée, le cabinet se réunit, ils font un contre-feu. Donc ils mettent et ils envoient un message à tous les députés sur leur smartphone. Et tous les députés conseillent. C'est pour ça que vous entendez des choses redondantes. Toute la journée, vous rencontrez n'importe quel député, vous savez, c'est comme la marque de lessive. Il a toujours avec le même produit, la même parole, etc. Et ben c'est un cabinet de chez eux qui ont étudié l'impact de la parole et des mots sur la manipulation des masses. Et ça, ils veulent le faire. Et en plus, on peut même pas le voir, parce que moi j'ai essayé de voir une ou deux députés. Ils ont une espèce de filtre sur leur téléphone qui fait qu'il y a qu'eux qui peuvent voir de face. Quand tu es là, tu ne peux pas lire ce qu'il y a sur le téléphone. Mais c'est de la manipulation massive. Et Macron excelle dans la manipulation du peuple. Et la preuve. La preuve. Ce mec-là se dit le président de tous les Français. Et aux dernières élections européennes, il a fait, vous retirez un petit peu les watts qui va, il a fait 0,9% de l'ensemble de la population. Personne ne s'en est rendu compte quand vous regardez les chiffres. Aujourd'hui, il pèse moins de 1 électeur sur 10. Et il se dit qu'il est le rassembleur de tous les Français. Aujourd'hui, tu te rends compte que l'ensemble du pays est en souffrance. Regardez, les pompiers, les avocats, les infirmières, les VTC, toutes les corporations, les enseignants, toutes les corporations sont en souffrance, toutes. Et ils nous racontent à la télé, mais tout va bien, messieurs, dames. Le pays est merveilleux. Je te le dis, je te donne un scoop. Aussi, dans 3 ou 4 mois, l'ensemble des voyants économiques en France vont aller mieux. Tout va être ouvert. Oui, beaucoup moins de chômeurs. C'est ce que vous dites, on sait les faire disparaître comme par magie, les chômeurs. Mais c'est clair. Mais il y a 220 000 chômeurs qui ne vont plus être
référencés. La restructuration de l'allocation chômage, c'est fait qu'il y a 1,5 million de personnes qui vont toucher moins et qui vont plus s'inscrire au chômage. Il y en a plein. Parce que quand tu vas t'inscrire au chômage, que c'est un parcours de combattant, que maintenant il te faut 6 mois pour recharger, il y a plein de mecs qui vont plus être inscrits. Hein. Donc à partir du moment où il y a moins de chômeurs qui sont inscrits, pas parce qu'il y en a moins, écoute bien, parce qu'il y en a moins qui sont inscrits, eh ben on te dira que ça va mieux. Il y a une baisse aujourd'hui phénoménale des procès dans les conseils prud'homales. Une baisse phénoménale, je crois que c'est moins 72%. Oui, ils ont touché le plafonnement. Mais c'est normal, ils ont touché le plafonnement et tu peux être viré même en cas de licenciement abusif. Et il y a un plafonnement de 3 mois de salaire si tu as 30 ans de boulot. Les mecs, ça leur coûte plus cher en avocat que ce qu'ils vont toucher comme indemnité. Eh ben on te dit que les prud'hommes, ça va mieux. La sécurité sociale, on vient de la casser, on continue à la casser. Les médicaments sont de moins en moins remboursés. Donc les gens vont de moins en moins se faire soigner. Et pareil, en termes de justice fiscale, vous l'évoquez, Philippe Pascot, plus on est puissant, plus on a de chances d'avoir des arrangements, des aménagements auprès des agents de Bercy. Mais oui, je vais vous donner un petit scoop que je donne pas souvent. Il faut que vous sachiez que, je pense que ça existe encore, que les patrons de centres d'impôts ont une prime sur ce qu'ils récupèrent en fraude fiscale. Vous me suivez? Donc un mec qui a fruandé de 1 200 €, il n'y a aucun intérêt à négocier. Qu'est-ce que je vais récupérer? 12 francs? Par contre, un mec qui a détourné des millions d'euros, si je commence à négocier, ma prime elle va être beaucoup plus intéressante. Et en plus, vous connaissez du monde. Et puis les gens se disent, attends, j'en connais un, comment il s'appelait? Vous m'avez dit son nom tout à l'heure. Je me rappelle le Garcimore? Non, c'est pas Garcimore. Un banquier de la place de Vendôme que oui, vous évoquez dans votre ouvrage, Carmignac. Carmignac, j'oublie jamais son nom. Et il devait quand même, ce mec, écoutez bien, ce que je vous dis est factuel, hein, j'ai les preuves. Il avait été condamné, grosso modo, à payer 293 millions d'euros d'amende. Enfin, il n'est pas banquier, il est gérant d'actifs. Oui, gérant d'actifs, etc. 293 millions d'euros. Quand tu as 293 millions d'amende, c'est quand même que tu en as fait pas mal. Hein. Et encore, ça, c'est le dessus de l'iceberg. Parce qu'en général, tu arrives toujours à maquiller en dessous. Et un iceberg, il y en a moins au-dessus qu'en dessous. Et bien, ce mec-là, il a réussi à négocier. Il paye que 33 millions d'amende. Non, mais elle est pas belle, la vie, pour ces mecs-là. Mais continuez à truander, les mecs. Grosso merdo, il aurait placé ces 293 millions à 5%. Et ben, c'est avec les intérêts qui payaient son amende. Faut arrêter de nous prendre pour des billes. Il faut vraiment qu'on inverse la vapeur. Et quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, la preuve, il y en a. Et je vais vous en donner une autre. Ça date même de Monsieur Sapin. Monsieur Sapin, mais son ministre de l'économie à l'époque, il s'appelait Montebourg. Non, Macron. Oui, celui d'après. Ils ont fait un truc génial. C'est qu'ils ont dit partout qu'ils avaient récupéré de l'argent de la fraude fiscale. 3 milliards qui étaient rentrés. C'est bien. Moi, je creuse. Et puis, je m'aperçois que les mecs qui ont payé la fraude fiscale, ils ont eu le droit de laisser l'argent à l'étranger. T'as compris? Ils nous prennent vraiment pour des billes. De Gaulle avait fait ça aussi. Il avait fait une loi d'amnistie en se disant, vous rentrez votre pognon. En 1957. Sauf que De Gaulle, il avait dit non seulement ça, mais vous ramenez le pognon en France. Ça ne me sert à rien que vous payiez une amende si vous ne rentrez pas le pognon. Et grâce à ça, De Gaulle avait réussi en 3 ou 4 mois à rembourser l'emprunt, pas de Bray, mais l'emprunt Pinet. Oui. L'emprunt Pinet. En 3 mois, il avait remboursé l'emprunt Pinet parce qu'il a dit, OK, amnistie les enfants. Vous ne payez pas grand-chose d'amende, mais vous rentrez le pognon en prend pour que le pognon que vous avez truandé serve à la France. Et bien là, non. Ils ont puni les gens parce qu'ils étaient déclarés, parce qu'ils avaient du pognon à l'étranger, en fraude fiscale, hein, qu'on soit bien d'accord, ou en non-déclaration d'impôts, ou en tout ce que tu veux. Mais ils n'ont pas exigé que les mecs ramènent le pognon en France. Elle n'est pas belle, la vie. Donc en gros, on a légalisé de l'argent qui n'était pas légal. Bravo. Vous êtes également un spécialiste de l'écologie. Pas spécialiste. Philippe Pascot, en tout cas, vous vous y intéressez beaucoup dans votre ouvrage et vous évoquez évidemment ce traité de libre-échange avec le Canada qui a été ratifié il y a peu, le CETA. CETA qui, dans le texte, promet un étiquetage précis sur les importations qu'on retrouvera dans notre supermarché. Est-ce que vous croyez vraiment à cet étiquetage précis des produits? Là aussi, c'est des menteurs. Ils nous refont le coup de Maastricht. C'est quoi le coup de Maastricht? Le coup de Maastricht, il y avait le TAFTA, Maastricht. Nous, on dit non, on n'en veut pas. 55% des gens qui votent contre Maastricht.
hop, on nous fait Lisbonne. On nous fait le CETA. Donc en gros, c'est exactement la même chose. On a refusé le TAFTA, ils passent par la fenêtre en nous balançant le CETA. Donc nous, ils disent, mais non. Le CETA, c'est le frère jumeau du TAFTA. Mais c'est le frère jumeau, c'est pareil, sauf qu'on le fait avec le Canada. D'accord, mais qui ont les mêmes normes sanitaires, les mêmes normes environnementales. Non, ils n'ont pas du tout les mêmes. Mais par contre, le Canada, lui, a des accords de libre-échange avec les États-Unis. Ah, donc les États-Unis vont pouvoir passer par le Canada. Donc nous, on n'achète pas de bœuf aux États-Unis, piqué aux hormones, etc. Et du poulet. On va en acheter au Canada, qui les auront achetés aux États-Unis. Exactement. Maastricht, Lisbonne, c'est exactement pareil. Et ça, c'est inadmissible. Parce qu'en plus, ils ne vont pas étiqueter. Parce que s'ils étiquettent, on va le savoir. Donc, mais ils ne le feront pas. Donc ils vont nous balancer, mais ils nous baratinent à chaque fois. Vous savez qu'aujourd'hui, un produit OGM là et un produit OGM là. Vous me suivez? Vous n'avez pas le droit de le vendre en France. Vous n'avez pas le droit, hein, parce que c'est interdit l'OGM. Par contre, si vous les mettez ensemble, vous n'avez plus besoin de mettre que c'est OGM. Donc en gros, je vais pour être simple, que les gens comprennent bien. Des pommes de terre OGM, vous avez obligé de mettre que c'est des OGM. D'accord? De la purée, non, de la viande OGM, vous êtes obligé de marquer dessus que c'est de la viande OGM si c'en est, d'accord? Par contre, si vous faites un hachis parmentier en France, bah, vous n'avez plus, plus le droit de le mettre. Enfin, vous n'êtes plus obligé de le mettre. Elle n'est pas belle? Donc qu'est-ce qu'ils font les mecs qui ont des OGM à placer? Eh ben, ils font du hachis parmentier. Et donc on ne sait pas que c'est des OGM. Et ben, ils vont faire exactement la même chose avec le CETA. Autre histoire, autre mensonge qui est développé dans votre ouvrage, c'est cette histoire des cours d'eau. 20% d'entre eux vont disparaître des cartes. Expliquez-nous pourquoi. Elle est belle. Là, j'aurais dû le dire en mensonge énorme, parce que ça, c'est énorme. Donc la pollution des rivières en France est basée et à la fois sur les produits, mais à la fois sur la longueur des rivières. Vous me suivez? À partir du moment où ils vont supprimer 20% des rivières et des cours d'eau, parce qu'en plus, pour des motifs de profit, hein, parce qu'à partir du moment où vous supprimez une rivière, c'est plus la même réglementation. Donc vous pouvez vous en servir comme malade pour arroser des friches industrielles, pour arroser de l'industrie, des industriels qui se servent de la flotte pour leur produit. Mais en même temps, vous diminuez la pollution. Donc c'est pareil, dans quelques temps, une fois qu'ils auront supprimé ça, ils vont nous annoncer qu'il y a moins de pollution dans la rivière. Bah oui, il y a moins de longueur. C'est comme pour les chômeurs. Il n'y a plus de chômeurs parce qu'ils ne s'inscrivent plus. Donc il n'y aura plus de pollution parce qu'il y aura moins de rivières. C'est aussi simple que ça. Mais c'est un mensonge de fou, quoi. Et il faut que les gens soient au courant. Ces gens-là nous mentent, il y aura toujours autant de pollution. Sauf que la référence pour la calculer sera moins grande. Donc il y en a moins. C'est un truc de malade. Moi, ça me rend fou quand je découvre. Mais il y a pire, hein. Il y a pire, les 1200 sites classés en France. Ceux de ton enfance, quand tu allais avec ton grand-père sur le bord d'une plage et que tu disais, putain, c'est beau ici. Ça n'a pas changé depuis 300 ans. Je venais avec mon père, te disait ton grand-père, et c'était exactement pareil. Mais tu sais, la France, elle a protégé ces 1200 sites. On n'a pas le droit de les dénaturer. On n'a pas le droit de les changer. C'était beau. Eh bien, il y a un décret qui vient de passer en douce, où maintenant, on va pouvoir construire un hôtel sur ces sites classés. On va pouvoir faire un parking sur ces sites classés. Parce qu'il y a un décret qui a dit qu'on pouvait le faire. Est-ce que c'est ça, la justice sociale? Mais on va t'expliquer que ça crée du travail. Les ouvriers qui vont construire l'hôtel de luxe, ça crée du travail. Ça va ruisseler vers les pauvres. Mais tous ces mensonges, Philippe Pascot, est-ce qu'au fond, c'est pas un petit peu quand même la responsabilité des citoyens qui laissent en place ces élus menteurs? Mais on est d'accord, sauf que quand tu n'as pas toutes les informations, tu peux pas. Moi, je suis pour qu'on mette le casier judiciaire sur le bulletin de vote. Au moins que les gens sachent. Dis-toi bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de pognon. Donc celui qui a le plus de pognon, celui qui passe le plus à la télé. Et il y a un type qui s'appelle M. Ah, je me rappelle jamais son Macron, c'est ça. Qui a eu 64 couvertures de presse au moment de son élection présidentielle. 64 couvertures de presse. À la une. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de pognon. Donc plus tu as de pognon, plus c'est facile d'être élu. Je ne dis pas d'acheter les électeurs, mais de les manipuler. Donc encore une fois, c'est le système qui projette. Moi, je suis pour un truc vachement simple. Tous les candidats, quelle que soit l'élection, la même propagande. 2 affiches, 2 affiches, 2 affiches. 3 petits fours, 3 petits fours, 3 petits fours. Un meeting, un meeting, un meeting. De façon à ce que les candidats se rabattent sur le contenu et non sur l'apparence. Mais ça, ils ne voudront jamais. Parce qu'il y a un système derrière. Il y a de l'argent derrière. Vous citez Philippe Pascot, et ce sera ma dernière question. Vous
vous citez Robespierre, lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Cette violence, les Gilets jaunes y ont eu recours en moindre mesure. Est-ce que vous pensez que face à la surdité du gouvernement, le mouvement ne redouble de violence? Moi j'en ai peur, mais c'est ce que veut le gouvernement. Plus c'est violent, plus ça l'arrange. Je vais te donner un scoop. Demain, s'il y a un policier qui se fait tuer, on va resserrer la répression pour la sécurité. Et demain, si un gilet jaune se fait tuer, on va resserrer la sécurité pour tout protéger. Dans les deux cas de figure, il est gagnant. Je ne suis pas pour la violence. Je suis pour le nombre. Le jour où il y aura 5 millions de personnes dans la rue, non violentes, le gouvernement tombe. Dans toutes les révolutions, quand il y a le nombre, les gens tombent. La violence excessive ne sert à rien. Mais c'est vrai que, attends, moi, mon épouse, qui est une dame hyper calme, hyper tranquille, elle était venue plusieurs fois en manifestation, l'après-midi, elle avait envie de taper. Tellement on a vu la violence des policiers, pas de tous les policiers, de certains sadiques policiers qui savent qu'ils sont protégés et qui font n'importe quoi. Moi, j'ai vu des policiers me braquer à 3 mètres, en pleine tête. Parce que avec le LBD. Avec mon chapeau et mon écharpe, on me reconnaît de loin. Hein. Et ça les démangeait, les mecs, hein, et ça les démangeait. Pourquoi ces gens-là, on ne peut pas les condamner? Moi, je suis pour l'ordre. Par contre, je ne suis pas pour le sadisme dans l'ordre. Et là, en ce moment, dans les policiers, il y a des sadiques dans l'ordre. Comme il y a des connards chez les Gilets jaunes, qu'on soit bien clair. Il y a des torts de l'autre côté. Mais pourquoi? C'est parce qu'on laisse faire et qu'on n'arrête pas les vrais. Quand le type, le type, rappelez-vous, sur la manifestation, ils ont incendié le Fouquez, il y a un type qui pistait le matin. Le matin. Ils lui ont laissé faire 51 délits référencés avant de l'arrêter en fin de soirée. Quand ils ont commencé à incendier certains gilets jaunes payés par Macron, quand ils ont incendié les Black Blocs, les bouquiniers, aux Champs-Élysées, il faut que vous sachiez que c'est quand même l'endroit où il y a le plus de caméras vidéo qui surveillent. Il y a tellement de riches là-bas qu'ils en ont foutu partout. Reliés au PC de la préfecture. Quand ils ont commencé à incendier la première boutique... Le kiosque à journaux. Allez, ils n'ont pas pu les arrêter au deuxième, d'accord. Mais au troisième, ils ne pouvaient pas envoyer des hommes? Moi, j'étais là-bas. Il y avait des policiers à 20 mètres. Ils n'ont pas reçu l'ordre d'arrêter des mecs. La violence, aujourd'hui, à mon avis, elle est à 90% organisée par le pouvoir en place et 10% par des zozos avinés, bas de plafond, etc. Ça arrange qui, la violence? Le gouvernement, c'est tout. Ça arrange ni le peuple, ni les commerçants, ni personne. 99,9% des manifestants sont des gens pacifistes. On nous envoie 1%, et en plus, on ne parle que de ça. Philippe Pascot, je rappelle le titre de votre ouvrage, « Mensonges d'État, plus vous saurez, moins ils pourront ». C'est aux éditions Max Milo. Et je ne gagne que 1 euro par livre, donc je ne fais pas ça pour l'argent. Eh ben, c'est tout à votre honneur. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve donc pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Politique Éco. Je vais y arriver. Merci, Philippe Pascot, d'être venu sur notre plateau. C'était un plaisir. Et c'est un endroit où on peut parler librement, et ça, j'aime bien. Merci, Philippe Pascot.